Merci, Monsieur les Présidents, mes chers collègues, mes chers amis. Je suis vraiment très ravie d'être aujourd'hui parmi vous. À mon tour, de remercier l'association du groupe scientifique des médecins de famille au Maroc, ainsi que les laboratoires Atlas Pharma, de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous une pathologie qui nous casse la tête, nous les cardiologues, tous les jours, donc qui est l'insuffisance cardiaque. Ça paraît quand même assez compliqué, assez barbare, mais détrompez-vous, vous aurez à prendre en charge ces patients beaucoup plus que nous, parce que nous, on va les voir finalement dans le cadre de leur suivi régulier, de leur cardiopathie, donc une fois tous les 6 mois, ou si le patient il est stable, donc on va le voir une fois par an, mais vous allez le voir presque tous les jours, des fois tous les mois, parce qu'il a une bronchite, parce qu'il a une gonalgie, parce qu'il ne se sent pas bien, parce qu'il est tombé, etc. Donc en fait, c'est votre patient, vous êtes la référence, et nous vraiment, on est des spécialistes d'organes et on va assurer en fait que le suivi cardiologique, mais le patient viendra vous voir à chaque fois il a un bobo, à chaque fois il se plaint de quelque chose, donc il faut bien connaître un peu ses patients, connaître ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dépister, c'est quoi l'urgence et qu'est-ce qu'il prend comme traitement éventuellement pour pouvoir ajuster et connaître éventuellement les interactions thérapeutiques qui pouvant aggraver en fait le patient. L'insuffisance cardiaque, je vous ajoute rien, donc comme a dit Monsieur le Président de la session, donc c'est une pathologie qui est très très fréquente. Pourquoi? Parce qu'il y a un vieillissement de la population, donc on vit plus, donc on a plus de risques de faire des maladies cardiovasculaires, donc c'est très fréquent. Et on dit qu'à partir de l'âge de 70 ans, le quart de cette population, il va être insuffisant cardiaque. Donc, si je veux en fait un peu définir cette insuffisance cardiaque, donc sur le plan physiopathologique, en fait, c'est une incapacité du cœur à provider, à donner un débit sanguin normal pour perfuser les autres organes. Donc, c'est un cœur qui ne donne pas assez de sang pour le cerveau, pour les reins, pour les viscères, pour assurer en fait une fonction tout à fait normale. Et en fait, c'est plutôt un syndrome. Donc, quand on veut le diagnostiquer, donc là, c'est une définition physiopathologique, mais quand on veut le diagnostiquer, donc c'est un ensemble de syndromes, des signes cliniques, donc des symptômes que le patient va décrire et des signes physiques qui vont orienter vers une insuffisance cardiaque. Et comment on fait le diagnostic? On doit chercher des symptômes qui vont orienter vers une insuffisance cardiaque, la dyspnée, l'orthopnée, une douleur thoracique, des palpitations. On doit chercher des signes physiques qui peuvent orienter éventuellement vers une cardiopathie ou carrément une insuffisance cardiaque, par exemple une arythmie, un souffle cardiaque ou encore donc, des œdèmes des membres inférieurs, des râles crépitants, bilatéraux, tout ça, il va vraiment orienter vers une insuffisance cardiaque. Mais avec tout ça, pour être sûr, on doit obligatoirement avoir une valeur objective d'une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire je dois avoir un argument, un ECG anormal où il y a des anticorps de nécrose, un peptide natriurétique qui est élevé, une radio de poumon où on a des images d'OAP, une cardiomégalie ou une échocardiographie qui est anormale. Donc, signes physiques, symptômes à l'interrogatoire et une preuve objective d'une atteinte cardiaque pour poser le diagnostic. Et finalement, donc cette insuffisance cardiaque, donc je vais quand même m'arrêter là parce qu'il y a une grande confusion dans ce sens. Nous, pour l'insuffisance cardiaque, donc quand j'ai dit le diagnostic, c'est ça, mais on doit la classer. C'est très important pour nous de classer cette insuffisance cardiaque. Quand on parle d'insuffisance cardiaque, la classification elle va se baser sur l'échographie et sur essentiellement la fraction d'éjection, c'est-à-dire la puissance de la pompe cardiaque. Vous allez trouver ça dans le compte-rendu du cardiologue, donc la fraction d'éjection ou la FEVJ. Donc, on a 2 types d'insuffisance cardiaque, les 2 grands types. Une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, inférieure à 40%, et une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, donc une fraction d'éjection au-delà de 50%. Et en fait, c'est la forme la plus fréquente, et c'est la forme la plus grave. Comme on peut dire, oui, mais non, la plus grave, il y a la fraction d'éjection inférieure à 40%. Eh bien non. Donc, celle avec une forme de fraction d'éjection au-delà de 50%, c'est la forme la plus grave et qui est associée à un taux de morbimortalité cardiovasculaire, d'événements et événements cardiovasculaires majeurs beaucoup plus importants. Et c'est elle que vous voyez le plus. Et c'est elle qui est difficile à diagnostiquer. Parce qu'on se retrouve des fois avec des comptes rendus, oui, mais il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, la fraction d'éjection, elle est normale. Eh bien non, c'est un problème de diastole, c'est des anomalies de la relaxation. C'est un ventricule qui éjecte, mais qui ne se remplit pas bien. Et ça, c'est vraiment l'apanage des patients âgés,
diabétique, hypertendu. En fait, toutes ces pathologies donnent une rigidité de la paroi ventriculaire, donc une rigidité du cœur, et en fait, ça va se traduire par un problème de relaxation, pas de systole, un problème de remplissage, et on a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, il faut savoir qu'il y en a deux types. Une fraction d'éjection normale ne veut pas dire que mon patient y va bien, ne veut pas dire que mon patient ne fait pas d'insuffisance cardiaque. D'accord ? Donc, c'est une pathologie, comme j'ai dit, fréquente. En fait, nous, c'est un peu notre pain quotidien parce que c'est l'aboutissement final de toutes les cardiopathies qu'on est en train de traiter, que ce soit une hypertension artérielle, un diabète, une valvulopathie, un infarctus, une cardiomyopathie, une myocardite. Bon, c'est très, très fréquent. C'est fréquent, mais c'est aussi sévère. Donc, comme on l'a bien signalé mon collègue, donc c'est 50% de mortalité à 5 ans. C'est beaucoup plus mortel que les cancers qui nous font peur, les cancers les plus graves. C'est une pathologie fréquente, sévère, grave et mortelle, mais qui est aussi caractérisée par un coût de santé exorbitant. Pourquoi? Parce que c'est des malades qui vont s'aggraver, qui vont être hospitalisés, re-hospitalisés plusieurs fois, avec tout ce qui s'ensuit comme coût de santé pour la société, pour le médecin qui est très sollicité et pour le patient lui-même. Et pourquoi en fait ces malades ils vont être réhospitalisés? Eh bien, ils vont être réhospitalisés parce qu'ils vont faire une poussée congestive de leur maladie. Un patient insuffisant cardiaque grave ne veut pas dire que c'est un patient qui est altéré, qui est dyspnéique au moindre effort. Non, vous pouvez voir un patient insuffisant cardiaque qui monte 10 étages d'escalier et il est asymptomatique quand il est en stabilité. C'est en fait comme une maladie de système, c'est une maladie qui va évoluer par des poussées-rémissions. Et un patient insuffisant cardiaque, il peut être totalement et complètement contrôlé dans sa chronicité et polysymptomatique. Et en fait, l'OAP que vous allez voir aux urgences, le patient orthopnéique, dyspnéique, qui ne supporte pas de décubitus, etc., qui a des œdèmes, c'est en fait une poussée congestive de sa maladie. C'est de la congestion. C'est un patient qui a de l'eau, donc c'est comme ça qu'on explique au patient. Donc, c'est un patient qui est congestif. Et en fait, cette congestion, plus le malade il est congestif, plus on sait qu'il est upgradé. Il fait une poussée, ça veut dire, c'est pas on va juguler la poussée, on va donner des diurétiques et il va aller bien. Mais ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé. Ça veut dire qu'il a bien activé son système rénine-angiotensine, il a fait une poussée de la maladie, il a plus de fibrose et il est passé d'un grade 1 à un grade 2 de sa maladie. Il a vraiment upgradé sa maladie. Ce n'est plus le même patient. C'est un patient qui est forcément avec plus de remodelage, avec une fraction d'éjection probablement moindre et avec plus de potentiel arythmogène et d'événements cardiovasculaire majeur. Et c'est ce que je vais vous demander. Ne laissez pas votre patient passer en étape congestive. Il faut détecter ça bien avant. Il faut essayer de ne pas donner des médicaments qui vont éventuellement influencer sa prise en charge. Et je vais tout de suite ouvrir la parenthèse des anti-inflammatoires. Faites attention aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Non, on donne beaucoup de médicaments qui vont donner une vasoconstriction de l'artériole afférente pour protéger le rein. Quand vous donnez donc des ANS, eh ben, ça va bloquer les reins. Ça va aggraver mon patient. Ça va donner un pic hypertensif qui éventuellement va directement donner une poussée congestive de sa maladie. Faites attention avec les sujets âgés, ils sont très fragiles. Regardez les médicaments avant de prescrire un traitement, quoi qu'il en soit. Et si on veut en fait parler de la congestion, ben, ça peut aller de la simple dyspnée, donc c'est un patient qui marchait 400 mètres, 500 mètres sans problème. Là maintenant, au moindre effort, donc il est plus essoufflé. Il montait les 4 étages d'escalier, maintenant il est essoufflé donc, au premier étage, jusqu'au patient qui est complètement dyspnéique, orthopnéique, qui ne supporte pas le décubitus, qui a des œdèmes des membres inférieurs, qui a la turgescence, etc. Et en fait, nous, on ne doit pas arriver à ce stade d'orthopnée, d'OAP, des œdèmes, etc. On doit vraiment détecter la congestion, le début de la congestion. Là où le système rénine-angiotensine, il n'est pas excessivement en fait activé. Parce que là, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg, hein, la congestion, les œdèmes, etc. Mais ce qui se passe derrière est beaucoup plus grave. La stimulation du système rénine par hypodébit, c'est vraiment de la fibrose, c'est de le remodelage, c'est de troubles de rythme à l'étage ventriculaire et une mort subite. Il faut éviter en fait une activation massive de ce système rénine-angiotensine. Il faut vraiment détecter la congestion au tout début parce que lui, il va venir vous voir, vous, pas moi, quand il ne va pas se sentir bien au début de la congestion. Docteur, je pense que j'ai attrapé froid, je pense que j'ai une toux. Donc, il commence au tout début à faire une toux, une petite toux qui ne veut rien dire. Il ne dort pas bien, il se réveille la nuit. Donc, ça commence vraiment comme ça. Il va vous dire, j'ai des insomnies. Il va venir vous voir en premier. Une prise de poids excessive, un patient qui prend 3 kilos en 2 jours, ce n'est pas normal.
c'est pas de la prise de poids graisseuse, on va dire. Donc, c'est vraiment une congestion. Et donc, nous, on doit vraiment être là, donc vraiment dans la partie qui est non visible de l'iceberg pour pouvoir, en fait, préserver le pronostic de mon patient. Et bien, qui peut faire ça? Ben, il va falloir agir sur plusieurs niveaux. Le patient, la famille, son médecin traitant et le cardiologue. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire le patient? Eh bien, le patient, on peut l'éduquer. On peut lui dire, écoutez, vous montez 3 étages, eh bien, c'est 3 étages. Si vous ne pouvez plus monter 3 étages, ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous dormez bien la nuit avec un seul oreiller, ça veut dire que tout va bien. Dès que 2 oreillers doivent être là pour dormir, ça veut dire qu'il y a un problème de congestion. Il est en train de baisser un peu son retour veineux pour baisser la congestion. Une dyspnée paroxystique nocturne, il se réveille le soir, ça ne va pas. Une prise de poids, ça ne va pas. Un changement de la voix. C'est des patients qui vont changer la voix. Une voix, il devient un peu plus rauque. Quand il se réveille le matin, ben, son visage, il est bouffi. Les yeux, ils sont petits. Donc, tout ça, en fait, on doit demander au patient de faire gaffe, de connaître son poids à sec. C'est-à-dire, quand je prends 3 kilos, enfin 2 kilos, c'est pas normal. Il doit connaître son poids à sec, son statut NYHA à sec. Il doit savoir repérer un peu les signes qui vont marquer un début de congestion. Donc, alors nous, enfin les médecins, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben oui, tout ça, donc les signes, les subtilités, etc., l'examen clinique, une palpitation, un bruit de galop qui peut éventuellement orienter vers un début de congestion, mais on a aussi en fait quelques biomarqueurs, donc des outils cliniques et paracliniques qui peuvent en fait nous orienter. Alors bon, ben, je vous ajoute rien hein, pour la dyspnée, l'orthopnée, etc. Donc la radio de poumon, donc on peut avoir un début de congestion, un syndrome interstitiel, une surcharge hilaire, donc là aussi ça doit nous orienter. Quoi d'autre? Le peptide natriurétique. Donc là, quand on a un BNP qui est élevé, ben ça oriente. Et en fait, le BNP chez un patient chronique, souvent, il est élevé de base, même s'il n'est pas congestif. Donc, il faut connaître la valeur de base de mon patient à sec. Quand il est sorti de l'hôpital et on vous dit qu'il est vide. Donc, il faut connaître sa valeur de BNP de base. Ben, quand il y a une élévation, donc un début d'élévation, je sais que ça ne va pas. Ben, il y a d'autres éléments qui sont beaucoup plus faciles à repérer. Et c'est éventuellement, donc je vais parler uniquement de la fonction rénale. La fonction rénale. Quand un cœur il est insuffisant cardiaque, quand on a une diminution du débit, c'est-à-dire un patient en congestion, eh ben, le rein il est le premier à en souffrir. Parce qu'on va considérer que ce n'est pas un organe noble, on aura de la vasoconstriction rénale, donc pour essayer de préserver le cœur, la perfusion coronaire et le cerveau. Et donc, on a une insuffisance rénale fonctionnelle. Et quand on a une insuffisance rénale fonctionnelle chez un patient cardiaque, eh ben, très probablement, il est en poussée congestive de sa maladie. Il ne faut pas le remplir. Il ne faut pas lui dire, allez, il faut boire de l'eau. Donc, ça va l'aggraver. Quand un patient il est en congestion, il ne faut pas qu'il boive 2-3 litres d'eau. C'est le contraire, il ne faut pas le remplir. Il faut lui dire, il faut vous mettre en restriction hydrique, on doit soulager le cœur pour qu'il puisse pomper, pour qu'on puisse améliorer en fait le débit et la perfusion rénale. Donc là aussi, donc faites attention. Donc on a une fonction rénale, donc une créatinine qui monte un petit peu avec une urée normale. Donc là, ça peut éventuellement vous orienter vers une poussée congestive de la maladie. Et puis après, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait une échographie cardiaque, beaucoup de paramètres. C'est assez opérateur dépendant, des fois c'est un peu litigieux, etc. Et nous aussi, on se retrouve à dire, oui, bon, ben, c'est très discret, on n'arrive pas à dire qu'est-ce qui se passe. Et on part un peu cédé par la périphérie. Et c'est ce que je vais vous demander parce que vous êtes beaucoup plus experts que nous en cherchant en fait des souffrances tissulaires périphériques. Ben, en fait, vous pouvez voir un peu la veine cave inférieure. Donc, c'est très facile. Oui, vous la voyez tous les jours, je pense. Donc, la veine cave inférieure, ben, une veine cave inférieure qui n'est pas dilatée et qui respire normalement, eh ben, mon patient, en général, donc il est stable. Ça ne veut pas dire qu'il est pas, enfin, à 100% qu'il n'est pas en poussée, mais c'est quand même un excellent marqueur. C'est très facile à faire. Donc, c'est un patient qui n'est pas en poussée. Une veine cave qui respire normalement, qui est vraiment à plus de 50% de collapsibilité, eh ben, c'est bien, c'est très bien. Puis après, donc, il y a une l'échographie pulmonaire. C'est très simple. Avec votre sonde de parenchyme, il est superficiel, donc une sonde superficielle. Et on va voir ici, en antérieur, et ici, dans les bases. Donc, moi, voilà, il y a plusieurs cadrans, mais moi, je vous recommande 2, ici et en bas. Ici, pour voir en fait les lignes de Kerley, la surcharge, et là, pour voir l'épanchement. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Ben, normalement, on doit voir ça. Donc, le signe de la chauve-souris, donc rien d'autre. Et là, en bas, donc, une ligne de glissement pleural. Vous voyez, ici, en bas, donc on doit avoir une ligne de glissement
Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'épanchement. S'il y a de l'épanchement, on n'aura pas de mobilité de la ligne pleurale. Alors, donc vous voyez, donc là, c'est un poumon normal. Il n'y a pas de ligne verticale. Les lignes verticales. On n'a pas de ligne verticale. Donc, un poumon de surcharge, donc à côté, donc une petite surcharge, c'est une ligne. Et plus on a de lignes, plus on sait que mon patient il est en surcharge. C'est vraiment un coup de sonde en parasternal, donc ici, donc de part et d'autre du sternum. Donc, c'est vraiment un coup de sonde. Et si on a des lignes B, donc c'est des lignes verticales, ça veut dire que mon patient, il est en train de préparer donc un OAP. Plus de 30, c'est un OAP sévère. Donc, c'est vraiment donc, une surcharge qui est sévère. Donc, veine cave inférieure, donc échographie pulmonaire, donc très rapide, hein. Tout ça, ça prend quelques secondes, ça ne prend pas énormément. Et le patient, donc on va faire un Doppler vasculaire, même pas un Doppler, on va juste chercher la jugulaire. Normalement, la jugulaire en position demi-assise, on ne doit pas la voir, elle doit être collabée. Mais si on voit la jugulaire, ça veut dire que le patient il est en surcharge. C'est très simple. Et aussi, il y a le Doppler rénal, veineux. Donc, on va en fait dans la périphérie du parenchyme rénal et on met un Doppler. Ben, normalement, le flux Doppler, donc veineux, il doit être continu. Vous voyez, comme en haut, un Doppler continu. Plus il est discontinu, plus on sait que le rein, il n'est pas bien perfusé. Donc, ça veut dire qu'il y a une souffrance au niveau du rein. Et il y a un problème d'hypodébit. Et le malade, donc quand on a un hypodébit rénal, ça veut dire que le malade, il est empoussé. Il y a une baisse du débit cardiaque et hop, on ferme sur les reins. Donc, c'est un peu, en fait, tout ce qu'on fait. Donc, je vous recommande vivement de faire ça à votre patient cardiaque. Comme ça, vous connaissez un peu son statut de base. Et puis après, vous allez pouvoir le surveiller. À chaque fois, il y a un petit doute sur une poussée congestive pour éviter, en fait, un upgrading de sa maladie. Donc là, en cardiologie, il y a beaucoup de, on va dire, de tools pour détecter la congestion. Vous voyez, donc celui-là en bas, donc il détecte donc le volume de la cheville. Dès qu'il augmente un petit peu, dès que le patient passe devant, eh ben, on sait qu'il est en train de faire une poussée congestive. Donc là, je veux juste ouvrir une petite nuance. Donc le patient insuffisant cardiaque stable ou le diagnostic d'une insuffisance cardiaque, pas de poussée, le BNP, elle est à 35. D'accord? Mais quand on veut diagnostiquer une poussée congestive, un OAP, ben c'est 300. D'accord? Donc ce n'est pas les mêmes chiffres. Le labo qui intègre les chiffres de la poussée congestive. Mais on dit un patient hypertendu qui devient dyspnéique. Mais on dit la veine cave, il a une dyspnée stade 2 de la NYHA. Et moi, je suspecte une insuffisance cardiaque. Ben, je fais le BNP. Si le BNP il est supérieur à 35, c'est très probablement une insuffisance cardiaque chronique. Je parle, c'est un malade qui a un problème. Je l'adresse chez le cardiologue. Mais quand moi, j'ai déjà mon patient cardiaque et qu'il est en OAP, mais il est aussi BPCO, et je ne sais pas, est-ce que la dyspnée est en rapport avec son exacerbation de BPCO ou c'est plutôt cardiaque. Et là, à ce moment-là, je fais le BNP, mais ce n'est pas les mêmes chiffres. Vous voyez? Donc, les chiffres de décompensation, les valeurs de lab. Ils ne parlent pas de la chronicité. Donc, il y a vraiment, c'est une nuance à faire. Un patient chronique, mais chez moi, un patient aigu. D'accord? Ben, je vais vous parler quand même du traitement parce qu'il faut connaître l'ordonnance d'un insuffisant cardiaque. Comme ça, vous pouvez un peu gérer les médicaments. Donc, nous, en fait, le débit cardiaque, quand il est bas, eh ben, ça va augmenter la fréquence cardiaque. Donc, pour essayer de compenser, on va essayer d'augmenter en fait le volume d'éjection systolique. Qu'est-ce qu'on va faire? L'organisme il va stimuler le système adrénergique, donc le système sympathique, et le système rénine-angiotensine-aldostérone. Au début, c'est bien. Dès que je un bêta-bloquant à la phase aiguë, un patient qui a fait une poussée d'insuffisance cardiaque, il est tachycarde à 100, ben, il ne faut pas l'achever. Si on donne un bêta-bloquant alors qu'il est en OAP à la phase aiguë, lui, il est en train d'essayer de compenser le débit cardiaque. Si on donne un bêta-bloquant, il va se mettre en état de choc cardiogénique. Mais à la longue, ça devient très délétère. Pourquoi? Parce que la tachycardie, c'est une ischémie, c'est une aggravation de la fibrose, et le cœur, il ne va pas se remplir bien. Donc, on doit freiner le système rénine-angiotensine et aldostérone. On doit freiner le système adrénergique, le système sympathique. On a le bêta-bloquant pour freiner le système adrénergique. Et pour ce qui est du volume d'éjection systolique, donc c'est la précharge, la post-charge, c'est le système rénine, angiotensine et aldostérone. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment bloquer le système adrénergique et bloquer le système rénine, angiotensine et aldostérone. Et plus on est à forte dose, plus le patient il va être mieux contrôlé. Donc chez les ne vous obtenez pas à avoir un patient qui est à 50 battements par minute. On jusqu'à la dose maximale tolérée. On s'en fout du chiffre. Bien sûr, 30 là, mais 50, ouais, ils ne sont rien, ben on le laisse tranquille.
On lui dit pas, non, non, vous êtes à 50, on va faire. La même chose pour la tension. C'est la tension maximale tolérée. Ça veut dire 8 de tension, 50 battements où le patient il est polysymptomatique, il n'a pas beaucoup de symptômes, mais fait la doxa, mais qui déche les hypotensions, qui déche les syncopes, etc. On va le laisser tranquille. Pourquoi? Parce qu'il va bénéficier en fait des traitements, parce que c'est des effets dose dépendantes. C'est vraiment, plus la dose elle est haute, plus on freine mieux, plus on a une meilleure en fait, récupération ou un meilleur pronostic. Donc, il ne faut pas aller en fait titiller un peu dans les doses si le patient il n'est pas vraiment symptomatique. Donc, le système adrénergique, donc on a les bêta-bloquants et l'ivabradine qui va baisser éventuellement de façon exclusive la fréquence cardiaque sans tension artérielle. Et on a les bloqueurs du système rénine-angiotensine, donc les IEC, les ARA2 en cas d'intolérance. Donc, toujours, les IEC et ARA2, quand on introduit un IEC ou un ARA2, il faut faire une fonction rénale 5 à 6 jours après. Il faut faire attention. D'accord? Une absétration, on fait une fonction rénale. Et on a aussi donc, le sacubitril/valsartan. En fait, un peu, ils sont dans le même niveau de preuve, donc c'est la même chose. Sacubitril/valsartan, IEC, même niveau de preuve, c'est la même chose. Et donc, voilà, c'est des médicaments finalement bloqueurs du système rénine-angiotensine. À côté de ça, on a des anti-aldostérone. Donc, celui qui est disponible au Maroc, c'est l'aldactone. Et c'est un des médicaments piliers dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Là, maintenant, il est en rupture de stock. On est vraiment en difficulté. C'est vraiment un médicament pilier donc, du traitement de l'insuffisance cardiaque. Et on a un autre médicament pilier. En fait, on a 4 médicaments. Et nous, on appelle ça les médicaments fantastiques du traitement de l'insuffisance cardiaque. Le bêta-bloquant, un bloqueur du système rénine-angiotensine, un anti-aldostérone et un SGLT2. Que le patient soit diabétique ou pas, on s'en fout. On donne un SGLT2. D'accord? Donc, c'est un médicament qui a fait beaucoup de preuves, que ce soit pour la dapagliflozine ou l'empagliflozine. Donc, c'est des médicaments qui vont baisser la morbimortalité cardiovasculaire de plus de 20%. Et donc, c'est un médicament incontournable dans l'ordonnance du traitement insuffisant cardiaque à fraction d'éjection réduite. Je dis bien à fraction d'éjection réduite. À la fraction d'éjection préservée, il n'y a que les glyphlosines qui ont des preuves. Mais les bêta-bloquants, les IEC ou DECCHI, non. Il n'y a que vraiment les SGLT2 qui sont autorisés à donner en fait pour les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. D'accord? Donc, حنا كيجيونا les malades, الطبيب ديالي قال لي هذا الدواء السكر وانا ما عنديش السكر وكيحبسوا الدواء. Et après on a du mal à les convaincre. Non, vous a pas donné ça pour le sucre, c'est en fait un médicament. Donc il faut pas arrêter un SGLT2. Et même pour vos patients qui sont à haut risque cardiovasculaire, واخا ما يكونش insuffisant cardiaque. Un patient qui a déjà un stent ou là une coronaropathie stable ou là qui fait de la FA, ben c'est des patients s'ils sont diabétiques, il faut obligatoirement donner un SGLT2. Et on se retrouve à chaque fois en train de donner des ordonnances aux médecins traitants, diabétologues, etc. Prière donc de modifier le traitement ou de rajouter un IGLT2. Donc un patient au risque cardiovasculaire, c'est un patient qui doit être mis sous IGLT2. Ben, on a les 4 fantastiques, mais on a le 5e fantastique qui est le diurétique. Mais le diurétique, ma kanatouach au long cours. Parce qu'une fois le malade il est onovolémie, ça veut dire qu'il est à sec, kanatouach le diurétique, on va l'assécher. On va dérouler les effets secondaires. Vous voyez déjà un anti-aldostérone, un IEC, un IGLT2. Donc, beaucoup de facteurs qui peuvent en fait éventuellement influencer le rein. Et donc, on n'aime pas trop donner le diurétique au long cours parce que ça va assécher et on va encore stimuler le système rénine-angiotensine. Mais maintenant, s'il y a un seul médicament qui est très important pour l'insuffisance cardiaque, c'est le bêta-bloquant. C'est vraiment le pilier, avec une baisse de mortalité qui peut avoisiner les 40%. C'est vraiment le médicament à donner. Ça a vraiment fait des preuves. 1975, on l'a introduit dans les recommandations depuis 1997 et ça fait maintenant encore partie. C'est vraiment un médicament pilier dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il va baisser la fréquence, il va améliorer le remplissage, il va améliorer l'injection et il a un effet anti-arythmogène. Donc, c'est vraiment un des médicaments piliers donc, de traitement de l'insuffisance cardiaque. On a le carvedilol, le bisoprolol, le métoprolol et le nebivolol. C'est les 4 médicaments qui sont autorisés. Mais si vous me demandez c'est qui le meilleur pour un insuffisant cardiaque, ben, je vous dirais que c'est le carvedilol. Donc, le carvedilol, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il a, en plus de son effet anti-arythmogène, baisse de la fréquence cardiaque, il a un effet antioxydatif et c'est surtout le médicament qui a un effet alpha bloquant.
Donc, alpha-bloquant, c'est de la vasodilatation périphérique et donc il améliore la perfusion rénale. C'est pour ça que ces médicaments, donc, il a été testé dans plusieurs catégories de patients. Chez les patients insuffisants cardiaques graves, insuffisants rénal chronique, et c'est probablement le meilleur bêta-bloquant à donner aux patients insuffisants cardiaques avec une meilleure tolérance. Donc, j'ai fini par l'ordonnance du patient insuffisant cardiaque. Donc, il ne faut pas arrêter un SGLT2, il ne faut pas arrêter un bêta-bloquant ou un IEC parce que le patient il a une petite tension. Surveillez la fonction rénale de votre patient. Ne donnez pas des médicaments qui peuvent interférer avec un anticoagulant. Donc, c'est souvent des malades sous anticoagulants ou avec donc, un IEC, donc, notamment les anti-inflammatoires. Donc, on a d'autres traitements. Vous pouvez voir un patient qui a une resynchronisation, un pacemaker, un défibrillateur, un patient opéré, etc. Et voilà, donc je finis par cette diapo. Donc, sur les traitements de l'insuffisance cardiaque, vous voyez, donc les 4 en premier, c'est les 4 médicaments fantastiques. Faites attention. Et voilà. Et l'éducation thérapeutique, il faut toujours informer le patient pour qu'il n'arrête pas son traitement avant de donner un SGLT2. Il faut lui dire c'est un médicament contre le diabète, mais on ne vous donne pas ça pour le diabète. Le bêta-bloquant, mais au bout de 3 mois, ça ira mieux. C'est un bon médicament. C'est comme ça qu'ils vont adhérer. Et on fait souvent de ce genre de choses. Donc là, je fais un résumé en fait de toute la panoplie d'examens que vous pouvez faire. Il faut savoir vraiment, c'est pas compliqué. Hein, l'insuffisance cardiaque, c'est pas le rôle du cardiologue, c'est votre rôle. Le patient, il viendra vous voir, vous, en premier, avant nous, parce qu'il va se plaindre de beaucoup de pathologies, soit en rapport avec le corps ou en rapport avec autre chose. Donc, il faut savoir, en fait, guetter la congestion. Il faut savoir gérer le traitement, augmenter les doses de l'Azilix avant de nous l'envoyer, parce qu'en fait, ça peut soulager le malade. S'il présente des symptômes, il ne supporte pas le décubitus, augmentez les doses de diurétiques. Surveillez votre patient, une fonction rénale après. Mais si ça ne s'améliore pas, à ce moment-là, il va falloir donc l'adresser chez son cardiologue. Et je vous remercie. Merci, professeur Lissoni, pour cet exposé très riche et très clair. 1 ou 2 questions maximum. S'il le fait. Merci, Madame la professeure. Très bon exposé. Alors que pour qu'on soit un petit peu pratique dans notre cabinet, alors pouvez-vous nous résumer la conduite à tenir devant un patient qui vient dyspnéique, connu ou pas connu, cardiaque ou déjà fait un épisode d'insuffisance cardiaque? Qu'est-ce qu'on doit faire avant de l'envoyer au cardiologue? D'accord. Donc, Anna, alors, il y a 2 cas de figure. Un patient connu, mais chez un patient non connu. Donc, un patient non connu cardiaque, il vient pour une dyspnée. Et bien là, je vais stratifier le risque cardiovasculaire. Quelle est la probabilité que mon patient il soit cardiaque? Donc déjà, un patient qui a 70 ans, qui est tabagique, qui est diabétique, qui est hypertendu, et bien la probabilité, elle est très élevée. Je vais tout d'abord l'examiner. Sur un examen clinique simple, si vous avez un électrocardiogramme, tant mieux. Je vais demander une radio de poumon et un BNP. Je pense qu'avec ces éléments-là, vous pouvez vraiment être orienté. Si votre BNP, il est normal, si votre radio de poumon m'a fait un électrocardiogramme, si vous en avez, ou là, il a un pouls normal, il n'y a pas de FA, ben c'est rassurant, donc je peux surveiller. Mais si j'ai un patient qui est à haut risque cardiovasculaire, j'ai une petite élévation du BNP, etc., à ce moment-là, il faut l'adresser chez un cardiologue. Maintenant, le patient qui est connu cardiaque, qui vient pour dyspnée, ben c'est très probablement, ou bien il faut raisonner comme ça, c'est une poussée jusqu'à preuve du contraire. Je vais demander rapidement un BNP, ou là, la veine cave inférieure, le poumon, la veine jugulaire, et ben s'il est en poussée, donc je suis en droit d'ajuster un peu son traitement. L'Azilix. La digoxine, en fait, c'est pour le patient qui est en arythmie, en FA. Et si je n'arrive pas à contrôler sous bêta-bloquant. Donc, le bêta-bloquant, c'est le premier traitement à donner au patient parce que c'est un traitement qui a des preuves sur la morbimortalité. J'augmente les doses. Ben, si je suis bloqué et que mon patient il est en fibrillation atriale, à ce moment-là, je vais le ralentir avec de la digoxine. Sachez que la digoxine, elle ralentit juste au repos. Dès qu'il va se mettre à l'effort, c'est bon. Mais bon, pour la fibrillation atriale, on tolère 100. Inférieur à 100, c'est déjà bien. Donc, la digoxine, c'est le patient il est en arythmie et que je suis à dose maximale de bêta-bloquant où là, je n'arrive plus à titrer les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants ont un effet inotrope négatif au début. Donc, les malades, ils les tolèrent moins.
Donc, si mon patient a quelques éléments, un BNP élevé, donc là, pour la poussée, ou là, il est plus élevé que son BNP de base, je suis en droit de donner un diurétique, l'Azilix. Il a déjà un l'Azilix, donc je vais doubler la dose. S'il est naïf, mais je vais donner les 40 mg ou les 1 mg kilo. Et je surveille. Et je vais lui dire, il faut pas, je vais le mettre en restriction hydrique, ma tchrabsh le ma bzaf, ou ma takolch le melha. Et il faut uriner entre 2 et 3 litres par jour. Parce que nous efficace. C'est 2 à 3 litres par jour. Il faut l'éduquer. Plus les urines ils sont clairs, plus on sait que ça va bien. Ça veut dire qu'on a débloqué le rein. Donc c'est des choses à dire. Et il va perdre le poids aussi. Il va se sentir mieux dès la première nuit. Donc c'est en fait un peu ça. Et l'adresser chez son cardiologue. La digoxine, on l'utilise maintenant très peu. C'est vraiment la FA quand on n'arrive pas à mettre un bêta-bloquant. Vraiment, il n'y a pas de preuve sur la morbimortalité. C'est surtout une amélioration de la qualité de vie et des symptômes. Donc, on est obligé d'arrêter, de passer à la session suivante.